Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour écouter et parler d'un thème qui est un peu abstrait, la puissance maritime, mais un thème qui sous-tend nos existences d'officiers pour un certain nombre d'entre nous, officiers d'active, officiers de réserve, quels que soient les engagements qu'on a pu avoir par ailleurs. Cette conférence est organisée par deux associations, l'Association nationale des commissaires de la marine et l'Intramarine, qui sont des deux associations qui s'intéressent beaucoup à ce type de questions. Et notre conférencier du jour est Yann Giron, qui est un analyste maritime que j'ai connu dans un cadre, je dirais, plus pêche maritime au départ que stratégie ou thalasso politique. Mais au fil des années, son expertise est devenue extrêmement intéressante et il sort aujourd'hui un précis de la puissance maritime. Je crois que la date de lancement de l'ouvrage était hier, et donc c'est en avant-première quasiment que nous avons accès à la thématique de ce livre. À noter que ce livre est préfacé par Frédéric Moncani de Saint-Aignan, qui est président du cluster maritime français, ici présent d'ailleurs au premier rang. Et il est également préfacé par le capitaine de vaisseau Hamelin, qui est également présent au premier rang. Et donc, ils pourront réagir éventuellement en tandem ou en trio avec notre camarade Yann Giron à vos questions. Je vous rappelle quand même qu'on a un impératif extrêmement important à l'issue de cette conférence, c'est un dîner pour ceux d'entre vous qui sont inscrits et qu'en principe, on nous attend à 20h45. Donc, ceux d'entre vous qui ont beaucoup de questions, vous les poserez ensuite à table si vous êtes parmi les invités. Je dis ça pour ceux d'entre vous qui généralement posent beaucoup de questions et qui ne sont pas invités à dîner après. Voilà. Mon cher Yann, je te passe la parole. Tu peux éventuellement compléter la présentation que j'ai faite de toi, qui était extrêmement rapide, mais tu peux nous en dire plus peut-être. Merci en tout cas d'avoir accepté d'intervenir devant nous ce soir. Bien, commissaire général, commandant, messieurs les officiers, mesdames et messieurs, donc, je vous remercie de m'accueillir pour ce moment qui est pour moi assez émouvant, puisque effectivement c'est la première fois que je vais pouvoir parler de ce livre. Ce livre, je l'ai écrit, il y a une histoire derrière, c'est un petit peu un milieu de carrière en ce qui me concerne. Pendant 20 ans, j'ai travaillé au service de l'économie maritime, et après différentes années d'expertise sur ce sujet, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait une problématique principale qui se posait à nous, qui était en fait la question de la faculté d'agir sur les océans. Ce n'est pas tellement les problématiques techniques, et en final tout se concrétise dans la faculté d'agir sur les océans. Et donc c'est un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Un autre point qui est important, c'est que cette réflexion que j'ai menée, puisqu'à la base je suis un agronome spécialisé sur la mer, avant d'être ensuite un économiste maritime, ce qui a motivé cette réflexion, ça a été en fait un questionnement que j'ai eu à partir de 2012 sur la question des fondations américaines et le poids qu'elles avaient dans la négociation et l'influence sur la négociation des politiques maritimes européennes. Pour mémoire, pour ceux qui ne le savent pas, en 2012, on a commencé à négocier la refonte de la politique commune des pêches, et à cette époque-là, il m'est arrivé des informations concernant l'implication de fondations américaines. En creusant un petit peu, puisque toutes les données étaient publiques, on arrivait assez rapidement à l'estimation de 300 millions d'euros et de 300 millions de dollars consacrés par les fondations américaines, dites caritatives, des trusts caritatifs, pour influer la politique commune des pêches européenne. Et ça a été le point de départ d'une réflexion sur comment aujourd'hui s'exprime, d'abord, pourquoi il s'exprime. C'était loin d'être évident, hein, quand vous avez une des fondations qui tous les ans consacre 100 millions de dollars tous les ans à l'influence caritative pour changer des politiques, pour influencer le débat public sur les océans, c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant. Voir que sur les 300 millions, c'est à peu près, ça sortait d'une main à 5 doigts, c'était toujours les mêmes doigts qui discutaient depuis la fin des années 90 sur ces questions-là, ça a interrogé énormément sur les motivations. Et il m'a fallu à peu près 4 ans pour arriver à trouver des éléments de réponse sur le pourquoi. Le comment est à peu près clairement défini, c'était des techniques classiques d'influence et de fabrication de l'opinion, mais le pourquoi était loin d'être évident, ce n'était pas simplement des intérêts masqués.
Et en fait, pour arriver à expliquer ces éléments-là, il a fallu en fait que je me réapproprie le concept de puissance maritime, et notamment que je le revisite en le transformant, en reprenant ce qui était fait dans d'autres secteurs, c'est-à-dire la puissance se définit la plupart du temps, notamment depuis Raymond Aron, par la faculté d'agir, la faculté à ne pas faire également, et aussi la faculté à faire faire, c'est-à-dire par le partenariat, par l'incitation, arriver à déployer des partenariats pour vous permettre d'être plus efficace dans votre action. En prenant cette définition-là et en la transférant sur les océans, eh bien en fait on arrive à réécrire la puissance maritime, le concept de puissance maritime. Dans le même temps que je travaillais sur ces problématiques de fondation américaine, dites environnementales, par ces grilles de lecture, en fait, j'ai fait très rapidement ressortir l'implication nouvelle du crime organisé au niveau de la mer. Et curieusement, c'est des modes d'action qui sont assez proches. Et ça a été une véritable surprise, puisque le crime organisé, je le voyais du point de vue du secteur de la pêche, par rapport à des notions de pêche illégale, mais pour moi c'était une dérive, je dirais, d'une pêche non régulée. Et puis du point de vue du commerce, eh bien, on a tous entendu parler des frettes illicites qui prennent la mer, mais pour moi je le voyais plutôt à l'époque comme, je dirais, l'usage d'opportunités du vecteur maritime. Et ce que faisait ressortir ces grilles de lecture sur la puissance maritime, c'est qu'en fait, il y a une pénétration du secteur maritime aujourd'hui par le crime organisé, non pas en tant qu'utilisateur d'opportunités, mais en tant que criminalisation de certains opérateurs maritimes. Ça, c'est les nouvelles grilles de lecture qui m'ont permis de les voir. Et puis, bien entendu, il y a des mécanismes liés à la mondialisation et à la globalisation qui s'expriment également dans la structuration des secteurs maritimes, qui peuvent se lire également par ces grilles cette relecture des grilles de la puissance maritime. Alors, la puissance maritime, vous avez tous une opinion sur le sujet. Vous avez tous une opinion sur le sujet, mais la plupart du temps, vous allez vous retrouver en fait sur quelque chose qui va être vidé de son sens. Pourquoi ? Parce que c'est un concept, puissance maritime, qui aujourd'hui navigue entre, d'une part, une vision de la puissance navale, et d'autre part, une vision, je dirais, de géopolitique terrestre, puisque maintenant on parle de la zone économique exclusive, hein, c'est quelque chose finalement de récent. On dispose d'une zone européenne de pêche pour nous qui était depuis 1976. On a eu ensuite instauré notre zone économique exclusive économique, mais l'opinion publique s'est vraiment saisie de ce concept dans le milieu des années 2000. Et notamment, les non spécialistes de la mer en ont fait un marqueur de géopolitique. Donc, ce marqueur de géopolitique terrestre, hein, vous savez que les marqueurs classiques, c'est le territoire, la population, ce genre de choses, a été transféré dans l'opinion publique et saisi en tant que tel. Et quelque part, ça a brouillé encore plus les cartes. Donc aujourd'hui, quand on parle de puissance maritime, ça parle à tout le monde et ça ne veut rien dire, quelque part. Vous allez vous retrouver avec des définitions qui sont issues du temps et de l'histoire. On a parlé de thalassocratie à une certaine époque. Couteau-Begary, par exemple, définissait la thalassocratie en disant c'est un peuple qui a une flotte militaire, qui a également une flotte civile, marchande, et puis qui se met en dépendance économique avec le distant, avec l'économie distante. Par exemple, Athènes, il prenait le cas d'Athènes, et vous savez qu'Athènes importait tous ses blés de la mer Noire. Donc il y avait une dépendance à la mer et une maîtrise du fait maritime. Donc ça, c'était les premières images que l'on avait. Après, bon, il y a eu tout un tas de définitions qui ont été données. Si vous prenez Richelieu, déjà au temps de Richelieu, vous étiez sur la notion de complémentarité entre l'accès à la mer, l'économique, et bien entendu les flottes militaires. Avec déjà d'ailleurs le reproche amer d'avoir une France qui n'était pas assez maritimisée. Bon, mais en final, toutes ces grilles se multiplient. Et puis si on regarde dans le temps de l'histoire, il y a eu aussi des appréciations, je dirais, intuitives de ce qu'est la puissance maritime. On peut prendre par exemple le cas des compagnies des Indes. On avait déjà une notion un petit peu de dire la mer est un des multiplicateurs de la puissance, et dans ces phases de colonisation, des premières phases de colonisation intenses et sur la longue distance, on avait aussi un mélange des genres entre le public et le privé. Et là, ça donnait des grilles de lecture qui étaient assez intéressantes de creuser, mais qui n'ont pas nécessairement été explicitées. Et donc, intuitivement, quand on parle de la puissance maritime, on va avoir ce mélange des genres aussi, cet affrontement, quelque part, ou cette complémentarité entre la notion du public
et la notion du privé sur les océans. On a aussi des exemples comme par exemple la Flibuste. On voit que ce sont des opérateurs privés qui décidaient de vivre une vie autonome par rapport à ces entités publiques et qu'ils allaient ensuite piquer. Il y a un autre exemple qui est assez intéressant de considérer. Vous avez une culture maritime, vous connaissez Henri le Navigateur, ce roi portugais qui a offert l'atlantisation, je dirais, pour l'Europe de ses relations maritimes. Et on en a fait une icône. On en a fait une icône du souverain qui, par sa volonté, va tirer un peuple vers la mer. Et d'ailleurs, cette notion de tirer un peuple vers la mer, c'est quelque chose d'assez emblématique, parce que quand on fait le reproche à la France de tourner le dos à la mer, ou à son gouvernement de tourner le dos à la mer, on fait souvent référence à cette notion un petit peu de quelqu'un, un messie maritime qui va incarner la puissance, la volonté et se déployer sur les océans. Et si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de Henri le Navigateur, d'abord, ce n'était pas que Henri le Navigateur, il y a eu une succession de souverains qui se sont orientés vers la puissance maritime, vers l'externalisation, mais ça a été également ce dont on parle peu, parce que quand on refait, je dirais, le récit historique, quand on l'incarne avec Henri le Navigateur, on oublie que le Portugal, à cette époque-là, n'existait quasiment pas. C'était un État neuf. On sortait de la colonisation arabo-musulmane de la péninsule ibérique. Comment un pays neuf, sans ressources financières, se lance dans une telle aventure? Comment, en fait, on peut faire fonctionner cette faculté d'agir sur les océans? Eh bien, en fait, ce qui apparaît assez rapidement, c'est que Henri le Navigateur n'a pu faire cette atlantisation que grâce à l'apport financier des marchands flamands. Pourquoi? Parce que tous les deux étaient des dépendances du duc de Bourgogne, qui, en fait, a organisé ce mariage entre ces financiers et cette volonté politique. Et ce mariage entre ces financiers et cette volonté politique allait assez loin, puisque la grande place de commercialisation des produits, je dirais, de la colonisation portugaise et espagnole, c'était Cadix. Et c'est là où tous les marchands et négociants avaient des relais à cette époque-là. Eh bien, les produits portugais n'étaient pas commercialisés sur Cadix, mais directement au niveau des Flandres, Bruges, et une fois qu'elles ont été occupées par le pouvoir espagnol, et c'est pas pour rien que l'Espagne est allée conquérir les Flandres, l'Espagne de Charles Quint, c'était pour... Ensuite, ces opérateurs économiques se sont délocalisés à Amsterdam, et Amsterdam, en fait, commercialisait les produits apportés par la puissance maritime portugaise. Donc on se rend compte, quand on prend cet exemple de Henri le Navigateur, c'est d'abord le récit historique est une chose, mais derrière, on met en avant des partenariats, une volonté, parce qu'il y a une volonté construite dans le temps, et également une dépendance à une force qui est celle du capitalisme. Quand je parle du capitalisme, j'en parle dans mon livre, il ne s'agit pas de l'approche idéologique du capitalisme marxiste ou anti-marxiste, il s'agit en fait de la capacité à créer du capital, à l'organiser, à le structurer, à le mobiliser et aussi à le remobiliser derrière. Pourquoi? Parce qu'une des particularités du capitalisme et du capital maritime, c'est un capital risque. Ce capital risque, ça a plusieurs lois. La première, c'est qu'en général, ce que l'on gagne dans une zone de risque, on ne va pas le réinvestir dans la zone de risque. On va l'exporter. Donc en général, c'était dans l'immobilier et dans la pierre. Hein, grosso modo. Ça, c'est un élément très important parce que ça veut dire que ça crée une dynamique très particulière sur la puissance maritime qui est la notion de remobiliser les partenaires financiers. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui est aussi bien du ressort du public que du privé. Donc voilà pour les enseignements, et on est bien sur cette notion finalement de remobiliser, d'avoir des grilles de lecture qui mettent en avant cette notion de faculté à agir. Ce qui ressort également, c'est que très rapidement, quand on parle de puissance maritime, il faut s'intéresser de façon très fine et très précise à la question de l'entité publique et de l'entité privée. Et en fait, il ressort de ce questionnement entre le public et le privé une forme de dialectique. Si je dois simplifier, si on regarde dans le temps de l'histoire, on a toujours eu deux forces qu'il fallait maîtriser pour accéder à la mer. C'était cette notion de volonté et cette notion de capitalisme. Et ces deux forces dans le temps ont toujours été pliées par les pouvoirs privés et les pouvoirs étatiques, en tout cas, qui pourraient correspondre aujourd'hui au pouvoir exécutif.
Ce sont eux qui ont structuré cette aventure maritime, ce sont eux qui ont permis à l'homme de se déployer sur les océans, et ce sont eux qui l'ont complexifié, densifié, et qui ont permis aujourd'hui la maritimisation très importante de nos sociétés. Ce qu'il faut voir, c'est que ces partenaires, en apparence partenaires, étaient tantôt concurrents, tantôt partenaires. Si on reprend le cas des compagnies des Indes, il y a eu une forme de complémentarité entre la volonté publique d'aller vers le commerce international et la volonté privée de se mobiliser. Il y a des moments aussi où le privé, quand l'État était plus faible, prenait l'ascendant sur le pouvoir public, notamment les compagnies des Indes. Si je reprends cet exemple, mais il y a plein d'autres exemples, notamment au XIXe siècle. Donc, sur le cas du XVIIe, XVIIIe siècle, les compagnies des Indes avaient des armées, étaient en capacité de passer des traités, pouvaient battre la monnaie, qui sont des prérogatives d'État, et assurer également, enfin des prérogatives régaliennes, et assurer également leur propre dynamique capitalistique. C'était du capitalisme risque, donc on recherchait la protection de l'État. L'État le faisait parce qu'en échange, il accédait à des matières premières qui lui permettaient, par exemple en France, de faire tourner des manufactures. Et vous avez aujourd'hui deux villes qui ont une histoire maritime très profonde, que vous ne connaissez peut-être pas de ce point de vue-là, c'est Lyon et Orléans, qui en fait ont fait fonctionner leur économie locale grâce à ces importations et grâce à ce lien avec le maritime. Donc vous voyez qu'il y avait des formes de partenariat. Et puis il y a aussi des moments où l'État est plus fort, et l'État est plus fort quand dans ces cas-là, il va avoir tendance à agir un petit peu pour brider, en tout cas pour retirer lui-même une forme de puissance maritime de cet échange, et il le fait généralement au détriment des libertés qu'il avait données au secteur public. Donc il y a toujours eu cette forme de à la fois complémentarité et concurrence entre ce secteur public et ce secteur privé. Et en fait, il s'est passé dans l'époque récente, à la fin du XXe siècle, un élément majeur qui a changé cette relation entre le public et le privé, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay. Pourquoi ? Parce que ce texte, en fait, c'est l'un des derniers textes internationaux qui ont été écrits où seul l'État est présent. Les États sont présents. Il n'y a pas une ligne, à part les droits économiques, mais c'est du point de vue de l'État qui sont exprimés. Il n'y a pas une ligne sur le privé. En 1994, vous avez la Convention sur la diversité biologique qui est signée, et là, le privé existe dans les textes. Curieusement, la CNUDEM, la Convention de Montego Bay, est l'un des derniers textes à avoir été écrit avec l'État tout-puissant, mais il intervient, il rentre en application en 1994, juste après la guerre froide, et là, vous avez d'un seul coup cette dialectique publique-privée qui rentre dans un jeu complètement discordant, c'est-à-dire vous vous retrouvez avec à la fois un privé qui a repris le contrôle, je dirais, du dialogue public. Maintenant, ce ne sont plus les États qui travaillent, c'est les organisations internationales. Les organisations internationales où sont représentées la société civile, qui pour l'essentiel constituée de représentants d'entités privées, soit à but lucratif, des grands groupes que vous connaissez tous, soit à but, soi-disant, en tout cas en façade non lucratif, mais qui ont les mêmes fonctionnements en termes de gouvernance. Et les États ont disparu. Sauf que les États restent détenteurs, finalement, de cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et là, ça va créer une forme de dialectique, et quelque part, ce que l'on a observé, ce que je vais évoquer avec vous en introduction, les fondations américaines, rend compte de ces mouvements de dialectique un petit peu public-privé, où quelque part, le privé essaye de reprendre, par un jeu, de reprendre l'ascendant sur un texte, qui finalement est en décalage avec le monde dans lequel il s'exprime. Alors, il y a une dernière des conséquences de ce point de vue-là. Toujours, je suis là, vous vous rendez bien compte que je suis en train de vous décrire une forme de modélisation du fonctionnement de la puissance. Après, on va revenir à des choses un petit peu plus concrètes. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette dialectique entre le privé et le public crée une forme de conflictualité. Cette conflictualité a toujours existé, elle est présente, et c'est une conflictualité qui s'exprime à un moment où, justement, on n'a plus le droit de parler de conflictualité, puisqu'après la chute du mur de Berlin, parler de conflictualité, c'est tabou. De toute manière, les États ne sont plus là, donc il n'y a plus de conflictualité. Vous avez entendu parler de la mondialisation heureuse, vous avez entendu parler de la fin de l'histoire, il y a des auteurs qui ont écrit sur ces sujets-là, donc on est sur les relations internationales, et vous avez cette conflictualité interne qui se développe d'autant plus que, quelque part, on est dans un fonctionnement de démocratie, et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
n'est pas la propriété du pouvoir exécutif, c'est l'État-nation qui s'exprime. Et dans l'État-nation, il y a le peuple, les pouvoirs, notamment les pouvoirs législatifs, et vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un tas de dialectiques, de communications publiques qui se font, où on va essayer, ces deux pouvoirs historiques, le pouvoir exécutif, ou ses différentes formes suivant les siècles, et les pouvoirs privés, vont essayer de jouer le 2 contre 1, justement dans le débat de la légitimité et le débat démocratique, et ils vont le faire en essayant de prendre de parler au nom du peuple, au nom de la nation. Le peuple, c'est peut-être un peu caricatural, mais au moins au nom de la nation. Et donc, pour continuer d'instrumentaliser cette dialectique et de faire le 2 contre 1. Donc, les pouvoirs privés caritatifs, qui ne sont pas dans la recherche, non-profitable en anglais, excusez-moi, ça me vient de me sortir. Non lucratif. Merci. Non lucratif, je l'avais dit tout à l'heure, vont s'autoproclamer représentants de la société civile et parler au nom du bien-être. D'ailleurs, on ne parle plus de l'intérêt national, on parle de l'intérêt public. Et puis, de l'autre côté, le pouvoir exécutif va dire moi, je suis légitimement dépositaire de l'intérêt général et de l'intérêt national. En fait, qui aujourd'hui a parlé vraiment, a décliné de façon très opérationnelle l'intérêt national de la nation sur les océans, ça s'est fait en comité privé. On avait certes eu le Grenelle de la mer, mais la plupart du temps, il n'y a pas de grands débats au niveau des pouvoirs législatifs, que ce soit en central ou en déconcentré, ou en décentralisé, excusez-moi. Il y a peu de débats sur l'intérêt national sur les océans. On va parler de façon globale en disant qu'il y a des plaidoyers qui existent et il y a un gros travail qui a été fait pour réveiller, je dirais, le sentiment national sur la question maritime. Jean-Marie Biette a écrit sur le livre La mer et l'avenir de la France, par exemple. Mais est-ce qu'on a décidé effectivement de qu'est-ce qu'on voulait faire sur les océans de façon plus précise, de façon sectorielle? Ça n'existe pas, ce genre de débat. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a aujourd'hui un des enjeux, notamment dans la puissance maritime, qui sera certainement de porter ces débats de façon décentralisée, à des échelons suffisamment fins pour que tout le monde y voit son intérêt et définisse cet intérêt national. Et la définition de cet intérêt national est d'ailleurs nécessaire pour justement s'insérer dans la globalisation. Voilà. Je sais, pour les suivre depuis de longues années, que le cluster maritime français qui est aujourd'hui parmi nous s'attache justement non pas à porter des plaidoyers en faveur de la mer, mais justement à surtout travailler cette notion d'animer ce débat à des échelles décentralisées et à l'échelon législatif, du pouvoir législatif. Alors, pour terminer sur les concepts de la puissance, je vous ai dit que la notion de l'approche de la puissance par les espaces était difficile et délicate à mettre en place, notamment parce qu'on avait la transposition des grilles de lecture terrestres sur l'espace maritime. Or, vous savez, si vous avez pratiqué la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, on est très loin d'avoir une équivalence, surtout à 200 nautiques, entre la territorialité terrestre la souveraineté terrestre et la souveraineté maritime. Donc à tel point que, d'ailleurs, ne plaquer que cette lecture de la surface, c'est-à-dire nous sommes la deuxième ZE mondiale, c'est un leurre et un leurre dangereux parce que ça démobilise, on a l'impression que c'est que effectivement dans l'économique et que tout va de soi et qu'on pourra protéger également ces investissements, ce qui est loin d'être le cas en termes de protection. Mais pour autant, il est très intéressant de s'intéresser justement aux espaces, puisque en fait quand on est sur les espaces maritimes, vous les connaissez tous, il suffit de se tourner vers la mer, vous les voyez, ils sont zonés vers le large, il y a les extensions de plateaux continentaux jusqu'à 350 nautiques, ça se voit. Mais ce ne sont pas les espaces de la puissance maritime, puisque la puissance maritime, en fait, va se décliner en intégrant également l'interland, et d'ailleurs, quand on travaille sur les mécanismes criminels, la plupart des opérateurs criminels ne sont pas dans la bande littorale. On peut empoter des conteneurs en Suisse et les faire passer par Le Havre ou Marseille. On peut empoter des flux criminels dans des espaces extrêmement lointains. On peut organiser au départ de Bamako du fret criminel dans la région parisienne, le faire passer par Le Havre. Ça sera un fret criminel maritime sans qu'on soit dans l'espace maritime, ni dans l'espace littoral. Donc la notion, je dirais, d'espace de la puissance maritime est une notion qui est beaucoup plus large, qui sont en fait les territoires de dépendance. Et en plus de ça, vous pouvez vous projeter suivant ce que vous avez à y faire.
Vous pouvez avoir une notion de territoire de projection, justement, c'est-à-dire que vous allez aller chercher dans votre ZE, dans l'espace international. Vous avez aussi un exercice de votre souveraineté quand vous êtes dans votre mer territoriale ou la zone contiguë, ou de votre souveraineté économique quand vous êtes dans les 200 nautiques. Et puis vous avez aussi des territoires de coopération. Vous allez pouvoir vous associer, comme Henri le Navigateur s'est associé avec les Flamands pour aller chercher l'atlantisation de son économie maritime. Vous allez chercher des partenaires, que ce soit en Suisse, ailleurs. Et en fait, vous vous rendez compte que les territoires de la puissance maritime sont extrêmement beaucoup plus larges, qu'il ne faut pas se cantonner aux zones littorales ou aux zones maritimes. Et déjà, en réfléchissant cela de cette manière, ça permet d'ouvrir énormément ces possibilités de partenariat et de potentiel. Ça permet également de voir où sont les menaces maritimes qui pèsent sur la puissance maritime. Ça permet d'avoir un spectre beaucoup plus mobile. Et là, on est sur, je dirais, encore les espaces physiques. Mais il existe également d'autres espaces. Et à tel point que, dans mon livre, je vous ai proposé une définition qui s'appelle les arènes de la puissance, qui sont en fait des espaces virtuels ou physiques sur lesquels vous allez pouvoir avoir des partenaires, ou des concurrents, ou des opposants, ou des adversaires, ou des gens neutres, et vous allez pouvoir tisser un certain nombre de partenariats avec eux, ou vous opposer à eux. Et la difficulté qui est arrivée avec la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être simultanément sur une arène partenaire, et simultanément sur une autre arène opposant. Vous pouvez être partenaire sur la négociation d'un texte international qui va fixer, je dirais, le cadre d'exploitation des océans. Vous pouvez être partenaire sur la négociation d'une convention sur les polluants et les émissions de soufre. Et à côté de ça, vous pouvez être concurrent sur des espaces, des arènes financières ou sur des arènes complètement diverses. Et d'ailleurs, une des particularités de la gestion de la puissance maritime, c'est justement de gérer ces positionnements conflictuels ou partenariaux sur ces arènes. Tout le monde n'a pas le même profil. Il y a des pays, il y a des États, il y a des entités privées qui sont plus à l'aise sur certaines arènes. Ils vont avoir tendance à maximiser leur positionnement sur les arènes sur lesquelles ils sont les plus forts. Et réciproquement, d'autres arènes sur lesquelles ils ne sont pas forts. Pourquoi je vous parle de cette théorie? Ça montre quoi? Ça montre que ce modèle, qui est peut-être en train de vous endormir un petit peu, montre que, en fait, il ne faut pas avoir une vision qui est totalement ciblée sur la partie océanique. Il faut pouvoir ouvrir le regard au maximum, et en fait, il faut pouvoir lire des dynamiques sur des zones sur lesquelles vous ne regardez pas habituellement. C'est en faisant ça, justement, que l'on fait émerger aujourd'hui les principales menaces qui pèsent sur les océans. La croissance bleue, on l'aura, c'est évident. La question est de savoir qui va en profiter. Qui va en profiter? Est-ce que c'est une croissance bleue qui ne sera pas pillée, justement, par un certain nombre de mécanismes opportunistes, ou sur laquelle une dimension étatique ou publique va se retrouver amoindrie parce qu'une dimension privée va venir la concurrencer? Et c'est bien là toute la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir décider sur quelles arènes de puissance on a envie de se positionner, et quels sont, vous, en tant qu'opérateurs d'outils régaliens pour protéger cette puissance, sur lesquels il faut se positionner, lesquels il faut surveiller. La difficulté, c'est qu'auparavant, on était avant la fin de la guerre froide, on était, je dirais, sur des dialectiques étatiques que l'on suivait parfaitement. On était sur la guerre de haute intensité pour l'essentiel. Il y avait un jeu économique qui existait, puisque la mondialisation a commencé dès les années 70. Si je vous dis par exemple que les premiers grands chalutiers soviétiques ont été construits au chantier de Saint-Nazaire, c'est peut-être des choses qui vous échappent. Donc il y avait des échanges entre les blocs. Mais l'essentiel de la problématique de puissance, c'était l'affrontement de puissance par les États. Aujourd'hui, non seulement cette lecture, elle est en train de, bien entendu, elle est en train de se rematérialiser avec ce que font la Chine, la Russie et les autres puissances étatiques, mais elle se complique avec le jeu des opérateurs économiques qui a été libéré après la fin de la guerre froide, mais également par la multiplication des arènes et des possibilités de créer des alliances ou d'être en conflit avec quelqu'un. Et très rapidement, j'ai un petit diagramme que je pourrais vous montrer à la fin, très rapidement, on se rend compte que ça devient quasiment impossible aujourd'hui de savoir quantifier la conflictualité maritime. Ça devient beaucoup trop complexe parce que rapidement, quand vous avez 5 acteurs,
qui ne serait-ce sont en interaction sur 2 espaces différents, virtuels ou je dirais physiques, eh bien vous arrivez déjà à 58 possibilités de relations qu'il faut toutes suivre et qu'il faut administrer. Donc d'ailleurs ça pose un élément assez intéressant, c'est en quoi est-on stratège sur les océans, en quoi administrons-nous la puissance maritime. En fait, un stratège autrefois c'était celui qui menait à la guerre. Après, dans le temps je dirais de l'époque moderne, 17e, 18e siècle, c'est celui qui va mobiliser l'État, les moyens économiques et les moyens guerriers. Aujourd'hui, le stratège ne peut plus suivre tout ça. Et justement, c'est la fonction de l'analyste qui rentre en ligne de compte. Ça veut dire qu'aussi, dans nos outils régaliens, il va falloir trouver de la place pour ces analystes et revaloriser cette fonction pour justement décoder tous ces éléments de complexité et ces éléments et ces trajectoires surtout. Et puisque j'en suis à parler de trajectoire, il y a un élément qui vient encore plus rendre opaque ces problématiques d'arène de la puissance, c'est les mécanismes d'hybridation. Alors, vous entendez souvent parler de guerre hybride. C'est pas du tout ce dont je vous parle. La guerre hybride, c'est les guerres asymétriques. D'ailleurs, c'est un concept qui est assez difficile à manier aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de... Mais les hybrides maritimes, ce sont des gens, en fait, qui vont être hybrides au sens génétique du terme, si vous voulez, le croisement de plusieurs logiques. Aujourd'hui, vous avez 3 types d'hybridation qui se déclenchent sur les océans, qui sont le produit de la mondialisation. Vous avez l'hybridation légale et illégale, donc ça c'est la criminalisation des opérateurs, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont dans l'économie, mais qui, pour divers mécanismes, pour diverses raisons, vont avoir tendance à se criminaliser, essentiellement parce qu'ils vont perdre de la rentabilité sur leur activité et qu'ils ont beaucoup de mal à sortir de leur activité. Donc quand on fait du maritime, on a du mal à être polyvalent quelque part quand on a un outil maritime entre les mains. Donc ça va déclencher, je dirais, une problématique de criminalisation des secteurs. Je pourrais échanger avec vous après sur ce sujet-là parce que c'est un sujet à part entière sur lequel j'ai eu l'occasion d'écrire un dossier. La deuxième hybridation, c'est celle entre l'État et le privé. Le privé, aujourd'hui, a de plus en plus tendance, c'est ce que je vous expliquais, cette dialectique sur les océans entre le public et le privé. Le privé va vouloir essayer de récupérer un certain nombre de prérogatives et de compétences, en tout cas d'exécution de compétences, qui étaient autrefois de l'ordre du régalien. Et par exemple, si vous prenez le contrôle des pêches, vous avez de plus en plus d'opérateurs privés, y compris des fondations caritatives, ici Shepherd, qui commencent à vouloir intervenir dans ce jeu-là de la puissance maritime et sur ces aspects-là. Ça a tendance à brouiller les cartes sur la lecture de ce qu'est finalement l'action de l'État à la mer. Et puis vous avez une dernière hybridation qui est en cours aujourd'hui, c'est une hybridation entre le civil et le militaire. Vous avez aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de se criminaliser ou de perdre leurs ressources financières, notamment depuis 2008 et la crise des subprimes. Vous savez qu'il y a eu un décrochement entre le nombre de navires et les frettes à transporter. Donc il y a de plus en plus de navires par rapport aux frettes. On est en surcapacité aujourd'hui. Ça crée un appauvrissement des secteurs économiques maritimes sur 2 segments qui sont les vraquiers et les navires citernes. Il y a eu les crises du pétrole successives. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs, et bien entendu la surpêche. Vous avez un certain nombre d'opérateurs aujourd'hui qui sont tentés de trouver, je dirais, un emploi à leur navire, et pour certains sont prêts à se mercenariser pour ça. Donc vous avez par exemple les milices maritimes chinoises, qui sont des milices, qui sont des forces de réserve opérées à la fois par des flottes de commerce et des flottes de pêche. Vous avez aussi des gens qui vont, entre guillemets, sont capables de se vendre au crime organisé pour vendre leurs moyens et leurs transports. Donc toutes ces hybridations contribuent à quoi? À brouiller les cartes et à faire perdre encore plus ces grilles de lecture. Et comprendre, que je vous disais, ce qui est important, c'est de revaloriser également la fonction d'analyste. Comprendre ces mouvements, c'est au moins aussi important que de lutter contre ça. Je peux vous citer par exemple le cas de la piraterie somalienne qui est totalement inscrit dans cette problématique de la compréhension. La piraterie somalienne, vous savez très bien, grosse panique, on découvre la piraterie, on envoie des moyens de haute intensité pour finalement juguler un problème de brigandage en mer, sauf qui s'exprime au-delà des mers territoriales, donc on appelle ça la piraterie. Mais on va dépenser et mobiliser des moyens de très haute intensité pour finalement juguler une problématique qui, nous dit-on, est arrivée parce que des pêcheurs somaliens, voyant leurs ressources halieutiques pillées par l'extérieur, se sont retournés vers la piraterie comme complément économique. En fait, si vous reprenez tout l'historique et que vous remontez jusqu'à l'indépendance de la Somalie, des Somalies,
vous allez vous rendre compte qu'apparaissent des liens particuliers entre des hommes d'affaires affairistes somaliens et des hommes d'affaires affairistes italiens, qui vont se retrouver notamment au moment de la nationalisation des anciens outils, je dirais, coloniaux italiens, que cette criminalisation qui va se monter progressivement en puissance va se diversifier sur les trafics d'armes, puisque la situation politique locale s'était intensifiée. Dans ces trafics d'armes, on va avoir des trafics de déchets, et autour de ces trafics de déchets, pour transporter ces déchets, on va retrouver des flottilles de pêche et des sociétés de sécurité privée qui vont se mettre à vendre des licences, parce que l'État étant déliquescent, vont vendre des prestations de côte privées, et qui, derrière, vont ouvrir en fait des possibilités de vente de licences de pêche pour les clans qui sont au pouvoir, et qui vont se faire au détriment d'autres clans qui n'ont plus le pouvoir. Mais dans ces clans, il y avait des affairistes, eux qui eux aussi vont commencer à sortir l'investissement dans l'acte de piraterie, dans la course. Enfin, la course, c'est une manière de parler. Donc, qu'est-ce que l'on voit sur cette question de la piraterie? C'est que, parce que ça n'a pas été jugulé, parce qu'on n'a pas su lire les trajectoires criminelles qui auraient pu être traitées par des mécanismes policiers, très en amont, on aurait pu dégonfler la bulle criminelle très en amont, eh bien on est arrivé à une opération de haute intensité, qui est une opération de panique. Voilà, la non-lecture des phénomènes criminels et de criminalisation, notamment du point de vue de la puissance, parce qu'on n'est pas allé voir les espaces dans lesquels ça s'exprime, fait que derrière, il y a un coût très important pour la société. Eh bien, ce genre de mécanismes, aujourd'hui, sont à l'œuvre également sur la puissance maritime, sur la croissance bleue. Et pour nous, ça déclenche un impératif. Premier impératif, c'est de comprendre exactement qui fait quoi, dans quels espaces, dans quels arrêts. Deuxième impératif, c'est de savoir s'associer avec les bonnes personnes. Alors, quand on est sur la mobilisation de ce capital risque qu'il faut remobiliser régulièrement, on va aller chercher des plaidoyers, des partenariats économiques ou des partenariats politiques avec des territoires qui ne sont pas que des territoires littoraux. Et puis, il va falloir aussi aller mobiliser des forces pour juguler ces menaces, non pas ces menaces maritimes, mais ces menaces qui pèsent sur la puissance maritime. Voilà. Et ça, c'est un savoir-faire qui reste à construire. Et pour avoir une véritable capacité d'action sur les océans, il faut pouvoir décider, il faut pouvoir agir, et il faut pouvoir agir pour faire deux choses principalement, c'est remobiliser ces forces, ce à quoi se consacre aujourd'hui, je dirais, le cluster maritime français, et puis cette capacité aussi à protéger. Si on ne protège pas cette croissance bleue, elle va être pillée. Elle va être pillée parce qu'aujourd'hui, tout va dans le sens de développement d'acteurs criminels maritimes, réellement maritimes et pas simplement utilisateurs du maritime, et d'acteurs qui ne sont pas nécessairement dans nos espaces usuels, dans nos radars usuels. Voilà, j'ai terminé. Je dirais que si une des raisons pour lesquelles j'ai fait préfacer mon livre par à la fois le capitaine de vaisseau Hamelin et Frédéric Moncani, c'était pour qu'on ait également ces deux dimensions-là, c'est-à-dire la mobilisation des partenaires économiques et la notion très importante pour moi aujourd'hui, qui est de protection. Après, il y a un certain nombre d'outils, on peut ne pas être d'accord avec les modélisations. La modélisation n'est là que pour vous aider à parler, à réfléchir sur le sujet. Après, chacun y met ce qu'il veut. L'essentiel, c'est qu'on puisse se mobiliser et qu'on puisse commencer à réfléchir autrement qu'uniquement avec le plaidoyer et pas qu'uniquement en déplorant que nos gouvernements ne font rien pour la mer ou ce genre de choses. C'est bien de le dire, mais il faut aller plus loin. Nous avons tous des éléments entre nos mains, nous avons tous des capacités pour intervenir sur les océans, et chacun doit y jouer son rôle, le public comme le privé. Et un des enjeux est également d'y arriver en revalorisant, je dirais, cette partie qui est en légitimité pour s'exprimer au titre de l'État-nation, mais qui n'a pas été totalement associée. Et là-dessus, en le faisant, on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui, rien qu'avec l'existant. Voilà, maintenant je suis à votre écoute. Bien, merci mon cher Yann. Je ne sais pas si les deux préfaciers veulent ajouter un mot avant de passer à la phase question. Frédéric, oui. Bon, je vais rester là comme ça. Juste un petit mot, bonsoir à tous et à toutes. Juste un petit mot, parce que je vais partir en 5 minutes, donc non, simplement pour dire que j'ai été ravi de préfacer, quand Yann m'a demandé de préfacer son précis de puissance maritime, ravi, parce que d'abord, effectivement, comme tu viens de le souligner, il y a ces deux facettes
de l'économique, je dirais, représenté par le cluster maritime français, et puis du souverain, du régalien, de la protection et de la défense représentée par la marine, mais Hervé nous en dira un mot. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton ouvrage, et c'est un sentiment que je vais partager avec vous, c'est qu'effectivement, c'est une approche complètement différente de ce qu'on a fait jusqu'alors, avec un plaidoyer parfois assez convenu, avec des méthodes qui ont jusqu'alors pas forcément démontré leur pertinence. C'est pas très facile à lire, je tiens à le dire. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti quand Yann m'a demandé. Je me suis dit, bon, je vais le lire en travers, et puis après je vais faire la préface. La lecture en travers, ça marche pas. Donc il faut vraiment plonger dedans. Mais c'est plutôt un signe de qualité. Et donc, c'est pas très facile à lire. Ça a parfois des aspects un peu contre-intuitifs, parfois des aspects qui grattent un peu, ou sur lesquels on n'est pas forcément toujours d'accord. On en a échangé 2-3. Mais en tout cas, bravo pour cet ouvrage qui, je l'espère, donnera beaucoup d'idées, et notamment dans les arènes de puissance, la puissance législative, celle qui jusqu'alors était un peu silencieuse. Je crois que cette mandature, enfin en tout cas il y a un certain nombre d'organisations de députés qui se mettent en marche, j'allais dire, mais enfin de députés qui s'organisent pour que la mer monte au niveau des deux chambres, députés et sénateurs, et donc ça aussi je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'ils lisent avec beaucoup d'attention. Alors voilà, en tout cas je voulais te remercier d'abord de m'avoir convié à cette préface, et puis remercier bien sûr le président de m'avoir convié à cette soirée. Ouais, un petit mot rapide. C'était très intéressant de pouvoir échanger avec Yann. Alors, une des difficultés qu'on a dans la marine, c'est effectivement comprendre le monde qui est autour de nous. Essayer de distinguer les signaux faibles qui sont de plus en plus faibles, mais de plus en plus nombreux, de manière à identifier quels sont les véritables dangers. La confrontation, elle revient, les puissances s'expriment de plus en plus au travers du retour de la militarisation, la rationalisation des mers, la Russie, la Chine, mais parfois ça masque tous ces autres phénomènes, et grâce au livre de Yann et grâce au travail qu'il fait, et on travaille assez régulièrement ensemble et bientôt sur des questions et notamment de pêche, puisqu'on va accueillir le symposium des chefs d'état-major de la marine du Golfe de Guinée pour évoquer ces questions-là. On a eu de très longues conversations sur le côté à la fois un peu ardu et méthodique de ton livre, et c'était passionnant parce que ça m'a permis moi de voir d'autres aspects, et tu aimes ce mot de grille de lecture, et ça a été une vraie grille de lecture pour moi, donc je tenais à remercier Yann de m'avoir associé à ce livre qui ouvre pas mal de portes et qui ouvre aussi des discussions assez longues mais très enrichissantes. Merci à toi, Yann. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, ou à tous les trois. Je vais poser la première question. Tu as évoqué les villes de Lyon et Orléans. J'avoue que j'ai un trou dans ma culture. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le côté maritime de ces deux villes? Première question. Et deuxième question, est-ce que tu peux nous dire 2 mots de la théorie de la mer bien commun de l'humanité? Qu'est-ce que tu en penses dans cette logique de puissance maritime? Est-ce qu'on se fait phagocyter par des ONG qui ont des idées là-dessus? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Merci. Bon, je vais commencer par le plus facile. Donc Lyon et en fait Lyon et Orléans étaient des villes qui ont hébergé des financiers, notamment financiers. Alors sur Lyon c'était la bourgeoisie, et sur Orléans c'était à la fois la bourgeoisie et des investisseurs de la noblesse. Et en fait ils ont été présents en tant qu'investisseurs. Or Lyon, parce qu'en fait ils étaient connectés au flux de remontée méditerranéen, et ils ont bénéficié des concurrences qu'il y avait en Italie entre Venise, Gênes et Florence, et en fait les banquiers florentins qui étaient mis hors de la touche se sont reportés vers Lyon, et en fait ont organisé un contre-flux, enfin plutôt un flux parallèle à celui qui remontait avec les grandes foires qui passaient par l'est de la France et qui touchaient directement les Flandres.
Et ensuite, on retrouve bien entendu le travail de la soie. Ils recevaient des produits de la mondialisation, notamment également des monnaies. Ils ont bénéficié aussi bien de la Méditerranée, de la phase méditerranéenne que de la phase atlantique, mais également ils revendaient aux colons des produits manufacturés. Et donc l'économie était non pas de vendre à la noblesse française, mais de vendre aux colons dans les Antilles un certain nombre de produits pour organiser un rapatriement de richesses également. Et c'était particulièrement rentable. Et Orléans, c'était la même chose, avec en plus de ça une proximité au pouvoir royal, et qui allait chercher, je dirais, je vais vous parler de capital risque, mais le capital risque a besoin d'être protégé, même s'il n'est pas protégé. Donc il recherchait la caution royale, et parce qu'il y avait la cour et qu'on voulait plaire au roi, on participait financièrement à l'aventure. Donc on investissait dans les colonies. Et Orléans, si vous regardez, il y a des manufactures, il couvre à peu près tout le spectre de ce que l'on peut faire en termes de manufacture. Donc il y a le tabac, il y a le sucre, et le sucre avec le vinaigre offre aussi, et le cacao, le chocolat. Vous avez l'industrie de luxe, et tout ça c'est lié avec la réception de produits et la réexportation de produits manufacturés vers les zones de richesse décentralisées. Alors maintenant, sur l'autre question, qui m'a valu quelques accroches avec ces fameuses fondations, pour comprendre cette notion de bien commun, en fait, il faut savoir que c'est... Il faut lire ce qu'est un certain nombre de courants de pensée anglo-saxons autour de la théorie comment on organise la société civile déjà, avec un État peu présent, avec des groupes d'intérêt, ça s'appelle la théorie des groupes d'intérêt, et puis voir ce qui s'est fait à la fin des années 60, et ça a été très bien décrit par un chercheur qui s'appelle Fabien Locher, je le cite dans le livre, et ça participe de ce qu'on appelle les courants néo-malthusiens. En clair, c'est le rapport du Club de Rome, la planète va s'effondrer parce qu'on consomme trop, on mange les ressources financières. Donc l'apocalypse était pour la fin des années 80, puis après la fin des années 90, et maintenant l'apocalypse c'est pour tout de suite. Dans cette mentalité. En fait, c'est un bras de levier qui parle à certains courants de pensée, et en fait on parle aux opinions publiques anglo-saxonnes quand on le fait. Derrière, c'est autour de l'écologie, et l'écologie moderne, c'est pas le plateau du Larzac. C'est avant tout ces mouvements-là qui se sont collés sur ces concepts d'épuisement des ressources et la non-gestion de ces ressources et de cette notion limitée. Alors, je ne dis pas que les ressources ne sont pas limitées, c'est pas ça, mais le jeu sur lequel ils jouent, c'est ce qu'on appelle des réflexes de société. Tout ça pour effectivement faire passer un certain nombre d'argumentaires en faveur, je dirais, d'un contrôle de l'exploitation de ces ressources par des outils et surtout des délégués, des gens à qui on va déléguer la gestion, qui eux sont aujourd'hui très clairement des fondations caritatives. Donc il y a un jeu masqué derrière l'argumentaire du bien commun. Mais le bien commun, c'est une idéologie néo-malthusienne, en fait. Et vous avez dans les biens communs, vous avez les forêts, vous avez l'air, le climat, vous avez les finances publiques, vous avez les retraites, tout ce qui est dans le sens du collectif. Et je crois que vous acquiescez, mais c'est une idéologie, une conception de l'économie qui est directement rattachée au principe néo-malthusien. Donc, vous voulez dire un mot sur ce sujet ou... Non. Mais il y a une publication qui est limpide sur ce lien entre néolibéralisme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être anti-libéral, c'est pas ce que je dis, c'est qu'un certain nombre de courants de pensée autour, je dirais, de la manière de libérer les choses sont aussi de dire l'homme est incapable de gérer l'exploitation des biens communs puisqu'il n'y a pas appropriation, donc il faut créer en face de ça des droits, des marchés de droits à produire. Et donc quelque part on bascule vers retirer la décision politique et mettre en place un certain nombre de marchés de droits à produire. Dans les océans, ça se traduit, et dans le climat, ça se traduit par exemple avec les marchés carbone. Le marché va réguler la pollution carbone avec l'efficacité qu'on lui connaît. Et puis au niveau de la pêche, c'est les droits de pêche. On commence à privatiser, c'est déjà bien engagé, on privatise les droits de pêche. Demain, ce qui se prépare actuellement, c'est autour des services écosystémiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le paiement des services écosystémiques, la finance verte, où on va commencer à, de nouveau le financier réagit, on va considérer que puisque la nature nous rend un service, ce service est quantifiable économiquement, ça c'est sûr, c'est l'économie de l'environnement, mais s'il est quantifiable économiquement, on peut créer un marché, et ce marché va protéger
puisqu'on va fixer des quotas à ce marché, va protéger finalement l'épuisement des ressources naturelles. Et voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'opérateurs qui utilisent l'argumentaire du bien commun pour en fait lui passer un certain nombre d'actions, soit parce qu'on est opérateur privé et on considère qu'il faut le protéger à tout prix, y compris de l'homme, soit parce qu'on veut en prendre le contrôle, parce qu'on se dit qu'il y a un potentiel de croissance qui est intéressant de contrôler face à des États, on pourra distribuer la rente économique, soit parce qu'il y a des opportunités marchandes qui existent, notamment la finance verte et les droits pollués. Et donc demain, la surface océanique pourra être évaluée en fonction de ce qu'elle contient, en termes de plancton, en termes de biomasse, la marchandiser, enfin, créer un marché sur la question et asseoir derrière des spéculations. Goldman Sachs ont déjà investi plusieurs milliards de dollars pour commencer à préparer ces marchés financiers. Ces marchés financiers vont attiser de la conflictualité. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre le contrôle de ces espaces maritimes sans avoir à en assumer, je dirais, les droits, et surtout les devoirs, sans avoir à assumer les devoirs qui seront assurés par l'État, puisque quelque part, il aura donné gestion et délégation à ces opérateurs qui mettront en œuvre ces aspects-là. Donc vous avez tout le panel entre ceux qui pensent qu'il faut réellement protéger, qui sont sincères, et ceux qui en prennent le contrôle pour d'autres usages. Oui. Michel Ferrand. Sur votre notion de bien commun, il y a une autre tradition sur cette définition-là, qui est celle qui est plus liée à l'Église catholique, Rerum Novarum, etc., qui est loin de la logique de marché et qui consiste, si on la résume à très grands traits, à dire il faut pouvoir transmettre à la génération d'après ce dont on a pu jouir soi-même. Et dans le cadre de la génération présente, il faut avoir une liberté d'usage tant qu'elle n'impacte pas la faculté que les autres ont d'user. Donc, tout ce que vous dites est exact. La version bien commun, marché, est celle que vous décrivez. Mais je pense qu'il ne faut pas uniquement mettre sous l'étiquette bien commun la vision du marché, parce qu'il y a une autre vision qui est intéressante aussi et qui, voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a quelque chose d'assez riche dans votre question. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Ce que je voulais vous dire, c'était qu'aujourd'hui, par rapport au débat public qui se pose et qui est posé notamment par la doctrine environnementale, on est sur la vision anglo-saxonne. Et effectivement, oui, je vous vois. Il faut porter l'autre vision aussi. Oui, mais de toute manière, le bien commun, c'est quelque chose de très intéressant. C'est qu'effectivement, si on ne le gère pas par le marché, ça veut dire qu'il faut qu'on le gère par le dialogue. Et ça met les États face à quelque chose qui est très important, qui est la décision politique. La décision doit s'exprimer. Et cette décision politique, elle doit être mobilisée. Aujourd'hui, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'États qui, derrière l'approche de marché, prennent prétexte de l'approche de marché pour justement ne pas avoir à décider. Aujourd'hui, gérer les pêches, c'est pas que trouver l'optimum. Je prends cet exemple. C'est pas trouver l'optimum en termes de nombre de navires face à une ressource. Il faut aussi décider à qui on donne ce potentiel économique, car quelque part, l'État va donner. Et là, on est dans cette vision que vous soulignez, je pense. Et pour aller dans le sens, il y a une escroquerie également que le marché peut mettre en œuvre. Lorsqu'on met en place des droits carbone, etc., dans le but de limiter les émissions de CO2, mais qu'en réalité, le prix est tel que ça devient une incitation à polluer et à une ressource financière, c'est tout à fait tragique. Donc il y a, même dans la vision de marché, par les mécanismes de prix d'organisation du marché, on arrive à des logiques perverses ou vertueuses aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut donner la parole? Monsieur. Alors, oui, monsieur. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre exposé. Je ne regrette pas du tout d'être venu assister à votre conférence. J'ai beaucoup aimé la profondeur historique. Pas de micro. Bon, votre exposé est d'un niveau d'abstraction dans le micro, carrément. Important, je ne sais pas moi. Ou un autre. Allô, est-ce qu'on m'entend là? Oui. Bon, votre exposé est d'un niveau d'abstraction extrêmement important et j'ai beaucoup apprécié la profondeur historique de votre démonstration et j'ai apprécié par exemple le démontage que vous avez fait de la piraterie somalienne, c'est très très intéressant. Alors j'ai un adjectif que je n'ai pas compris et alors je viens vous demander pourquoi vous avez utilisé cet adjectif. C'est quand vous parlez des fondations américaines caritatives. Ça je ne comprends pas du tout.
Caritatif, ça veut dire que ce sont de charité. C'est les œuvres de charité. Voilà. Donc, C'est ça, oui. oui, mais ce sont elles qui financent parce que en fait, Parce que la charité vient faire là-dedans. elle est défiscalisée. Et elle est non économique. En fait, c'est l'association loi 1901, façon anglo-saxonne. Voilà. Vous voulez intervenir? Alors, Bruno, et puis après... Merci. Pour peut-être vous mettre d'accord tous les deux, je crois qu'il y a une petite nuance sémantique. Effectivement, le terme de bien commun, dans le sens où l'entendait notre ami Ferrand, c'est la doctrine thomiste traditionnelle qu'on retrouve dans la doctrine sociale de l'Église catholique. Peut-être m'avancais-je, mais ce dont vous parlez, c'est plutôt la notion qui est apparue de patrimoine commun. C'est-à-dire à partir du moment, précisément, en gros, à Montego Bay, où, revenant sur la vieille querelle entre Grotius et Selden au XVIIe siècle, on décide que la mer n'est pas une res nullius, chose de personne, par conséquent accessible à tous ceux qui se donnent la peine d'y entrer, mais le patrimoine commun de l'humanité. À partir du moment où c'est le patrimoine commun de l'humanité, évidemment, à ce moment-là, l'humanité peut gérer, y compris d'ailleurs, par exemple, les États qui n'ont pas de débouchés maritimes. J'ai été très sensible à ce que vous avez dit sur ces problèmes de sémantique, qui sont effectivement très piégeux. Je pense qu'il y en a un en particulier qui va dans votre sens, c'est le concept de sustainable, qui est le concept anglo-saxon que nous avons traduit de façon assez, à mon avis, approximative par durable. Maintenant, tout doit être durable. Et là, effectivement, moi, je le vois au Parlement européen dont je suis membre, passer au crible de la durabilité ou de la soutenabilité, c'est un instrument de pouvoir absolument fantastique. Fantastique et qui s'exerce par le fait d'une pression morale qui va aller contre telle ou telle mesure destinée à régenter ce qui auparavant ne l'était pas, au motif qu'il faut que ce soit durable ou il faut que ce soit soutenable pour le reste de l'humanité. Voilà juste ce que je voulais dire. Puisque je suis à l'origine de la question sur les communs, les biens communs, je précise juste, effectivement, je souscris complètement ce que tu dis, Bruno, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le bien commun qui est l'essence du politique, au sens thomiste, aristotélicien, etc. C'est la définition même du politique, la recherche du bien commun. C'est pas du tout ça le concept ici, c'est les communs, et c'est pas un concept maritime, il s'applique dans tous les domaines. Absolument. En fait, c'est la sortie organisée de l'État d'un certain nombre de problématiques. C'est par exemple sortir les États de la gestion d'un certain nombre d'espaces maritimes. Et du coup, derrière, c'est l'enjeu actuel de toutes les BNJ actuellement, hein, c'est ça. Hein, c'est un peu. On peut en parler de moi. Juste une ultime précision. Par exemple, dans les critiques actuelles qui sont portées, tant contre la Russie, peut-être justifiées ou pas, tant contre la Russie que contre la Hongrie, par exemple, il y a le fait que les organisations non gouvernementales, les gouvernements de ces pays, dont je ne dis pas qu'ils soient au-dessus de toute critique, hein, mais ont demandé que les organisations non gouvernementales fassent connaître leurs ressources financières. Voilà. Et ça leur vaut des critiques extrêmement violentes. Oui, monsieur. Bonsoir, Jacques Mihuri. Moi, je voulais revenir sur les différentes dimensions que vous avez amenées en ce qui concerne l'analyse de la puissance maritime et voir si finalement on n'était pas simplement avec un petit peu de retard, dans les mêmes phénomènes que ce qu'on avait pu observer sur la puissance terrestre, à savoir, vous parliez d'hybridation, le fait qu'on puisse commencer à avoir des organisations criminelles, on va dire, se professionnaliser comme des organisations d'affaires, et inversement, des organisations d'affaires professionnelles avoir tendance à utiliser des pratiques autrefois criminelles, et à côté de ça aussi, voir émerger des entités qui ne sont pas des entités étatiques, qui peuvent être des entités privées ou des entités internationales dont on ne voit pas forcément effectivement le système de gouvernance, mais qui vont avoir des moyens qui seront du même niveau que les moyens de certains États. Alors, la réponse est oui et non, parce que... Je n'ai pas entendu la question, vous pouvez la résumer, s'il vous plaît? La question c'est, est-ce que finalement ce que je décris sur la mer n'existait pas à terre et ne se propage pas vers la mer par rapport aux relations entre l'État... Excusez-moi, c'est...
par rapport aux relations entre l'État et les pouvoirs privés, notamment et par rapport à l'usage des espaces. Alors la réponse, elle est oui et non. Je pense que ça a d'abord été sur les océans avant d'être sur la Terre, notamment de par la dimension internationale de l'espace international que représentent les océans. À mon avis, ce que l'on voit aujourd'hui sur les océans, c'est, je dirais, le démonstrateur de ce qui se passe à Terre et qui est peut-être moins visible parce qu'il y a des mécanismes d'appropriation et de propriété qui sont beaucoup plus clairs, quelque part. Et effectivement, c'est aussi, ça a commencé à Terre simultanément parce que l'homme ne fait pas société sur les océans. Donc nécessairement, les décideurs de ce qui se passe sur les océans sont à Terre. C'est bien la difficulté pour la marine, notamment, qui est d'aller toucher les commanditaires et pas simplement les premiers couteaux. Donc, quelque part, je pense que les océans, finalement, c'est à la fois plus dur parce que c'est plus compliqué de le lire. Quand vous regardez un mécanisme criminel, là où l'opacification d'un acteur criminel à terre passe par une société écran, une holding, ce genre de choses, nous on a ça, mais en plus vous avez rajouté le droit du pavillon, et puis après la course au pavillon, et puis celui qui va fournir l'équipage qui n'est pas forcément dans le même territoire. Donc là effectivement c'est beaucoup plus difficile de le lire, mais une fois qu'on le lit, une fois qu'on a les 3-4 entrées, les spécificités, finalement ça devient le laboratoire de ce qui se passe à terre, avec un effet levier qui est très important par rapport à ce qu'amène la fin de la guerre froide, c'est-à-dire le retour du privé, c'est que justement la course est libre, puisque finalement au-delà des 200 nautiques, on est dans l'espace international, et il n'y a que l'air et l'espace aujourd'hui qui ont les mêmes propriétés, je dirais, de liberté d'action, même si bien entendu c'est plus tout à fait le cas, puisqu'il y a des organisations régionales de gestion des pêches pour les minerais profonds, et aujourd'hui ce qu'ils font au niveau de la finance, qui sont en train d'essayer de passer via la Convention sur la biologie, la diversité biologique au-delà des zones de souveraineté, c'est quand même bien des mécanismes qui augurent de ce qui se passe à terre également en termes de libéralisation des services publics notamment. Tout comme les systèmes d'ONG oui. type organisation sorosienne et équivalente. Alors je ne parle pas d'eux parce qu'il y a d'autres équivalents, et puis dans ces ONG il y a des gens qui sont assez anciens également. Si vous prenez la MAVA par exemple, la privatisation du banc d'Arguin, la protection du banc d'Arguin en Mauritanie s'est faite dès 1976 par la Fondation MAVA, qui sont des ornithologues passionnés, réellement passionnés, qui ont eu des conséquences très intéressantes pour le coup sur la protection de certaines communautés imraganes et des pêcheurs. Donc il y a tout. Encore une fois, il faut se garder. Par contre, un point qui est un élément qui est important, il faut se garder de la caricature. Et il faut re-questionner à chaque fois avec des grilles de lecture. Oui, question suivante, je prends le micro. Et puis après. Y a-t-il des trous ou des lacunes dans la vision française de la puissance maritime ? Je vous ai dit tout de suite qu'aujourd'hui on s'est ensablé, quoi. Donc c'est un concept qui n'intéresse plus personne. C'est un concept qu'on va utiliser parce que médiatiquement ça permet de faire passer une idée à la va-vite. Si un jour on veut dire que la Chine est en train de redevenir active sur les océans et d'investir, on va utiliser le terme puissance maritime. Si on veut dire qu'il faut faire quelque chose pour occuper les ZEE, on va utiliser le terme puissance maritime. Mais ce n'est pas un concept opérationnel. Donc aujourd'hui, forcément, il y a trop de définitions qui se juxtaposent les unes aux autres et qui en final annihilent le concept. C'est pour ça justement que moi tout de suite, même dans le titre, j'ai rajouté vers la faculté d'agir sur les océans. Sinon, je me prends les pieds dans le tapis. Au départ, je ne l'avais pas mis, mais je me suis rendu compte que ça allait créer une ambiguïté. Et mon livre n'est pas illustré par un bâtiment de combat, j'aurais pu le faire. C'est un marin-pêcheur. Et c'est pas pour rien, parce que ce que vous voyez, c'est une action de puissance. Il fait acte de puissance. Il n'est pas isolé, il est connecté. Derrière lui, il y a un équipage qui est en train de travailler, mais vous ne le voyez pas. Il coordonne des moyens. Et l'outil sur lequel il est un outil qui vaut plusieurs millions d'euros. Et lui, c'est un pêcheur artisan. Et il est connecté à des marchés. Vous voyez, il y a une symbolique derrière ce... Donc effectivement, je n'ai trouvé que la puissance maritime, mais en la revisitant pour exprimer toute cette complexité aujourd'hui de ce qui est l'action sur les océans. Et agir sur les océans, c'est dans une perspective d'avoir un résultat. Et c'est notamment parce que j'étais aussi assez lassé dans mon secteur professionnel précédent de toujours entendre le recours à l'État pour agir en lieu et place. Et que fait l'État ? Et c'est un discours qui est relégué par beaucoup de personnalités du monde économique. Que fait l'État ? Que fait l'État ? On refuse cette vision de la puissance. Mais là, on imagine que la puissance n'est que étatique.
Voilà. Donc effectivement, ce concept est vidé de son sens au jour d'aujourd'hui. Et j'espère que on pourra s'en ressaisir. Surtout que quand on parle de puissance, sans rajouter maritime, on sait qu'il existe d'autres définitions. Depuis Raymond Aron, hein, on sait qu'il existe une définition sur agir, faire, ne pas faire. Ça, c'est quelque chose qui parle aux gens. Bon, pourquoi ne pas l'appliquer et le prendre? Par contre, ce qui restera à faire, c'est cette liaison entre puissance maritime et puissance navale. Ça, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas trop aventuré. Je l'évoque très brièvement, mais c'est quelque chose qu'il faut revisiter, je pense. C'est l'étape d'après. Monsieur Richard, oui. Simplement, le concept de bien commun, au fond, c'est un paravent commode pour limiter le principe de la liberté des mers et donc de permettre l'appropriation indirecte des ressources de la mer. Donc, si l'État s'en désintéresse, au nom de la puissance maritime, qui est un concept un peu abstrait, c'est extrêmement inquiétant parce que les opinions publiques ne sont pas conscientes de cette évolution. Le bien commun, il est quand même très vague. Moi, j'ai vécu sur l'idée du principe de la liberté des mers. Bon, la liberté des mers, c'est la mer et le bien commun de tous. Et c'est-à-dire que tout le monde a accès à la mer. Alors, tandis que le bien commun, ça devient donc quelque chose qu'il faut s'approprier par des méthodes de contrôle indirect. En fait, même de contrôle extrêmement direct et fort, oui. Non démocratique. Un élément, il y a un livre qui existe qui s'appelle La tragédie des communs. C'est à ce à quoi ils font référence, qui est Hardin. Voilà. Sur ce que vous dites, plusieurs points. Le premier des points, c'est que les ressources, il y a deux fonctions, enfin il y a trois fonctions aujourd'hui sur les océans. Il y a la fonction vecteur, support à un déplacement, qu'il soit militaire ou qu'il soit marchand. Puis vous avez la fonction de rente. Cette fonction de rente, c'est celle pour laquelle la CNUDEM a été quasiment uniquement négociée au tout début. Enfin, pardon, pas au tout début, à la toute fin, et l'instauration de la zone économique exclusive vous rendez compte de cette fonction de rente. Sur cette fonction de rente, on n'est déjà plus dans l'économie ouverte. On sait que c'est limité, ne serait-ce que parce que c'est contenu dans un espace que l'on va administrer. Cet espace est limité. Donc on est déjà dans l'économie non libérale, puisque la théorie de l'économie libérale a un certain nombre d'hypothèses, et notamment la mobilité des facteurs de production et le fait qu'il n'y ait pas de limitation dans ces facteurs de production. Et ça, c'est un élément qui est très important, qui est souvent oublié, surtout quand on en fait un principe, je dirais, politique, plus qu'un principe économique. Mais on est déjà sur l'économie de la rareté, en tout cas sur l'économie administrée. Donc déjà, le bien commun, de toute manière, il faudra qu'on ait une vision différente que le simple accès libre. Par contre, ce que vous soulignez est tout à fait juste, c'est que derrière cet argument qui vaut valeur, je dirais, morale, voire qui donne une légitimité aux propos, c'est très pratique pour effectivement ne pas poser le débat national, et ensuite éventuellement européen, ou confronté, qui est sur qu'est-ce que l'on veut faire de ce bien commun. D'emblée, on fait face à un débat qui est déjà inscrit dans la moralité, dans des valeurs qui sont celles de la surprotection ou de la protection ou du contrôle par un groupe qui de toute manière est là pour le bien de l'humanité, le bien collectif. Sauf que personne n'a discuté aujourd'hui dans un débat national législatif s'il fallait qu'on passe de 20 à 30% de protection des océans. Et pourquoi mettre 10% systématiquement sans la pêche? Et pourquoi demain la Nouvelle-Calédonie devrait être une réserve intégrale sur l'ensemble de sa ZEE? Parce que deux organisations qui avaient les moyens de financer de la com publique, qui sont sur des capitaux américains, qui sont représentés localement en tant que représentants de la société civile, qui sont juste des antennes et des boutiques avec des Français qui les opèrent, pourquoi est-ce qu'eux prendraient le contrôle d'une exploitation économique qui doit être pensée en tant qu'exploitation économique et je dirais, un degré de protection, un degré d'équilibre entre l'économique et la protection. Donc là où je vous rejoins complètement, c'est que le débat démocratique est évacué. Et ça, c'est un débat, mais c'est aussi en charge, pour le coup, d'un gouvernement de savoir animer ce débat démocratique.
c'est très récent. Je veux dire, comment ça s'appelle au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des commissions. Est-ce qu'il y a une commission sur la défense? Est-ce que le débat s'appuie effectivement sur les outils parlementaires pour pouvoir s'exprimer? Est-ce qu'on en parle au-delà, je dirais, des régions littorales, hein? Il y a des conseils régionaux. Je pense que notamment l'Est de la France, l'Isère, sont des régions qui sont détentrices de savoir-faire de capitaux, de savoir-faire. Grenoble est un grand centre de technologie. Ils vont être extrêmement dépendants de ce qu'on va trouver au niveau des océans. Il y a des débats et des partenariats à établir. Et ça, on n'en parle pas, c'est évacué. Et je pense que justement, une des premières actions concrètes à mener, ce que fait le cluster maritime, c'est de diffuser un maximum ces idées, ces débats dans des échelons où on va vraiment s'approprier, parce que ça va être mobilisateur. C'est ça qui va amener de la puissance maritime, c'est quand un jour, il n'y aura pas que la Bretagne ou la Loire-Atlantique pour aller défendre une loi sur l'économie bleue. Il y aura aussi d'autres régions qui vont dire, nous aussi, on est dépendants pour notre développement économique et pour l'avenir de nos enfants, effectivement, de ces partenariats. Et là où il y a une totale démission, totale anesthésie, c'est sur la notion de risque qui pèse de risque criminel qui pèse sur l'économie. On a eu un mal de chien déjà à comprendre ce qu'était la guerre économique, et la guerre économique ne parle quasiment jamais de la criminalisation. Donc là aussi, là je déborde un petit peu. Henri, oui. Merci de votre conférence, c'était tout à fait passionnant, même s'il y a parfois des sujets d'insatisfaction pour l'historien que je suis. Il n'empêche que quand on vous écoute, eh bien on a le sentiment que des intérêts privés, sous des déguisements divers, ont mis ou sont en train de mettre la main sur les richesses des océans. Et alors, dans ces conditions-là, quid de la zone économique française, qui est, paraît-il, la deuxième au monde? Qu'est-ce qu'il va en advenir? Où en serons-nous d'ici quelques années? Alors une chose est certaine, c'est que la zone économique exclusive, elle n'a pas la même valeur partout. Déjà, il faudrait savoir quelle est cette valeur. Moi, je vais vous parler en termes de régalien. Cette zone économique exclusive nous permet quand même de pouvoir donner une profondeur que l'on n'avait pas auparavant, ne serait-ce qu'en termes, au titre de la protection environnementale, nous pouvons regarder des espaces, nous pouvons surveiller ce qui s'y passe et nous pouvons éventuellement intervenir, y compris en tant qu'État, au titre de la protection environnementale et de la protection des intérêts économiques. Donc ça, rien que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Maintenant, c'est pas parce que on a une négociation internationale où on va finalement donner des droits, des droits de gestion ou déléguer des droits de gestion à des entités économiques, que le secteur économique, par ailleurs, à des entités privées, que le secteur économique va laisser faire. Je pense que justement, en ayant les bonnes grilles de lecture, il va y avoir des rebonds. Et c'est pas parce qu'on passe tout de suite en force, quelque chose dans un texte de loi que ce texte de loi est immuable. Je pense qu'il va y avoir une pression de toute manière de l'économique qui va revenir. On parle du retour des États, il va aussi y avoir le retour d'un certain nombre, un rappel, à la réalité. Et ne serait-ce que sur les terres rares, on ne peut pas avoir 80-90% de la production mondiale d'un matériau éminemment stratégique, y compris pour le secteur de la défense, mais pas que. Notamment la révolution verte ne passe que par des terres rares. La révolution des transports passera par des terres rares. Je ne pense pas qu'on va le laisser, on trouvera des compromis, il y aura des négociations. Je pense que ce n'est pas nécessairement non plus négatif, cette volonté d'acteurs privés non économiques de vouloir intervenir. La seule chose qui est dérangeante, c'est qu'ils arrivent en étant masqués. À partir du moment où ils dévoilent, et à partir du moment où ils sont dévoilés, à partir du moment où on a des élus qui sont éduqués à ces nouvelles formes d'existence, c'est à nous de faire le boulot aussi, de changer les élus. Après, on leur donne la place dans le dialogue. Moi, je suis persuadé qu'il faut entendre parler de conservation. On a le droit d'entendre parler de gestion durable et soutenable des pêches. Je pense que toutes les ressources sont effectivement... il y a une limite aussi. À nous d'avoir une exigence sur l'efficience dans l'activité. Au moins, ils amènent ce débat. Par contre, il ne faut pas que ce soit une stratégie masquée. Et il faut, du coup... Et vous disiez sur la profondeur historique,
moi je peux remonter à 8000 ans, il y en a qui remontent jusqu'à 30 000, 50 000 ans. Je vois dans un certain nombre de... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toujours eu cette dialectique publique-privée. C'est quelque chose qui a toujours été présent. Il ne faut pas croire, en France on a la Ve République, on sort d'une phase extrêmement proactive d'un capitalisme d'État, on vient de sortir il y a 20 ans, mais on reste encore dans ces réflexes de l'État tout-puissant. Le privé a toujours été présent aussi, et pas que sur le maritime. Donc ce qui est intéressant, c'est simplement de montrer qu'il a existé. Oui, une question tout au fond. Oui, monsieur, tout au fond. Oui. La convention Montego Bay introduit deux notions, la zone et l'entreprise. Et ce sont deux notions très importantes qui nous mènent à réfléchir sur la puissance maritime industrielle. Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus? Tout de suite, là, non. La puissance maritime industrielle, moi, ce que je peux vous dire, avec ma grille de lecture, dialectique public-privé, c'est qu'il ne faut pas croire que l'économique n'est que du ressort du privé. Quand on regarde justement l'OTAN, il y a du capitalisme d'État. Et il y a de la volonté privée également. Quand on regarde par exemple le secteur offshore... Pardon, ce n'était pas l'essence. Alors allez-y. Il y a là une institution supranationale ou internationale qui distribue des licences pour l'exploitation de fonds et de sous-sols. Oui. Et là, nous pouvons introduire toute la question de business ordinaire, mais surtout et avant tout, puisqu'ils sont les plus fourbes et les plus rapides, ce sont les criminels. Donc, la distribution de ces licences, ainsi que le contrôle plus ou moins bon des États, me laisse perplexe. Alors, une autre question. Que pensez-vous des blockchains dans la puissance maritime? Alors, je vais revenir quand même sur la première. La première, vous faites référence à deux outils qui ont été sortis par les conventions d'application de la convention de Montego Bay. Le premier, c'est sur l'Autorité internationale des fonds marins, qui effectivement est une structure étatique qui distribue des licences dans les eaux internationales. Et puis, il y en a une que vous n'évoquez pas, mais qui relève de la même logique, qui est celle sur les stocks chevauchants halieutiques, où là, ce sont des organismes internationaux qui peuvent agir en consultant ou pas les ONG et le secteur privé. La plupart du temps, les secteurs pêche sont co-gestionnaires. Donc là-dedans, bien entendu, les éléments privés que j'évoque au jour d'aujourd'hui, qui relèvent de la guerre économique un petit peu dans leur pratique, sont bien entendu en train d'essayer de pénétrer ces organismes internationaux qui sont eux-mêmes conduits à modifier les règles de gouvernance, puisque après les années 90, en 96, les Nations Unies ont introduit, dans le cadre du Conseil économique et social des Nations Unies, ont introduit la possibilité à la société civile, après il faut voir ce qu'on met là derrière, à participer de plus en plus, en tout cas à être associée aux prises de décision. Donc là aussi, on a des outils qui sont issus de la CNUDEM, ancienne version État fort, qui ne délègue pas, qui sont également en train d'évoluer. Après, le contrôle de ces organismes, la France y est, notamment là, sur la plupart, on sait bien ce qu'il en est, et on a aussi la possibilité d'agir en tant que puissance d'État face à d'autres États. Sur la deuxième question, je suis à nouveau un peu sec, vous pouvez la... Alors, les blockchains, bien entendu, c'est technique si vous voulez. C'est comme parler de cybercriminalité. Les blockchains, ça amène un bénéfice extrêmement important en termes de gestion de flux, et aussi une capacité et des faiblesses, une capacité, je dirais, sur les volumes et sur aussi les zones grises qu'elle crée. Donc ça ne va pas agir sur la puissance en tant que telle, ça va être un facteur technique qui va s'exprimer dans le champ maritime. C'est différent. La puissance, elle, va concerner des mobilisations et des acteurs. Alors bien sûr, elles auront un terrain favorable pour développer des logiques masquées. Hein, on peut même imaginer dans le dark web. Moi, je peux vous dire, en termes de criminalité maritime, je crois que vous êtes limité à des opérations de 50 000 euros en termes de monnaie virtuelle. Aujourd'hui, un acteur criminel fait 3 virements de 150 000 euros. Il achète
un navire qui fait 100 mètres, qui a 25 ans. Là-dessus, il va charger une cargaison qui va valoir 1000 fois plus, de déchets qui ira couler au large de l'Italie ou au large de nos côtes demain, ou au contraire, qui va faire un bénéfice. Voilà, donc ça, ce sont des mécanismes. Ils utilisent, à la limite, il y a la technique, il y a la pacification, ça va faciliter. Mais en face de ça, il y a quand même un opérateur criminel qui existe, et c'est celui-là qu'il faut aller chercher. Dans cybercriminalité, par exemple, il y a criminalité. Avant, on met beaucoup l'accent sur le cyber, parce qu'aujourd'hui, il y a des vendeurs de solutions cyber, mais avant tout, il y a une logique policière et criminelle, et l'opérateur criminel se trouve. Et c'est lui qu'il faut aller chercher. Alors après, c'est une question de technique. C'est comme si vous me disiez que le gouvernail des Tambours ou l'horloge de marine a permis la puissance maritime. Non, c'était un accélérateur de mécanismes qui étaient dans le champ du maritime. Mais ça n'a pas été le déclencheur. C'est pas ça qui a amené la puissance maritime. C'était un facilitateur. Il reste la volonté et le capitalisme. Si on a un gouvernail des Tambours et qu'il n'y a personne qui va investir dans les navires, vous resterez avec votre gouvernail. Voilà, il ne faut pas confondre les moyens et un mouvement d'ampleur qui est celui de la puissance. Et, dernière question, Emmanuel, parce qu'après nous avons des choses importantes. Oui, vous avez parlé, vous avez évoqué clairement la question des fondations américaines et donc des jeux d'influence. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous estimez que, par exemple, les États-Unis sont beaucoup plus avancés dans la compréhension du concept de puissance maritime? En est-il autant, par exemple, du côté des pays asiatiques et notamment de la Chine? Et est-ce que vous estimez que la France ou l'Europe sont en retard par rapport aux avancées de réflexion telles qu'elles sont menées, par exemple, par les Américains ou par d'autres? Et c'est la bonne question de la fin. Aux États-Unis, il y a un cadre conceptuel qui donne une place à la société civile. Il date des années, il est même daté, ça s'appelle la théorie des groupes d'intérêt. Vous allez sur que c'est, vous allez trouver ça, ça s'appelle la théorie des groupes d'intérêt. Malgré cela, il y a quand même deux groupes d'entités publiques. Il y a l'aspect public qui fonctionne quand même quelque part comme nous on pourrait le faire en France, et puis vous avez ces opérateurs privés. Chacun a sa dynamique. Alors, l'opérateur public connaît mieux le fonctionnement, je dirais, de l'opérateur privé, parce que vous n'avez qu'à consulter, par exemple, le Wikipédia en anglais sur la définition de Big ONGs, vous allez avoir 20 catégories. Vous tapez ONG sur Wikipédia en français, vous aurez une catégorie. Donc, je pense qu'ils sont plus à même, et puis c'est ce qui s'est imposé dans le débat national. Mais l'État fonctionne quelque part également, il y a un État central, un État fédéral, des compétences régaliennes, et ça fonctionne également. Et il y a des jeux, il y a des moments où, quand c'est Clinton ou quand c'est Obama, le pouvoir privé des fondations caritatives aura plus de marge de manœuvre que quand c'est un Trump, par exemple. Hein. Donc il y a ces jeux, ils sont mieux connus. Mais ceux qui sont en train d'opérer, je dirais, ces mécanismes de dilution de l'État, ce sont des acteurs privés, transnationaux. Ils ont leurs homologues en Asie, ils ont leurs homologues en Europe, en Suisse, dans les Pays-Bas notamment, hein, et souvent liés des fois à des couronnes princières, il y a des fonds à placer, et pour eux, les États, les espaces d'État étatiques sont des terrains d'exercice, mais ils s'adaptent en fonction d'eux. Et au niveau de la notion asiatique, bon, bien sûr, quand on voit ce que fait la Chine aujourd'hui, si c'est ça, mais ça devient presque une tarte à la crème une fois qu'on a compris ce que... Et d'ailleurs, il ne raisonne pas que en puissance maritime, c'est une approche globale de la puissance. C'est comme si vous disiez qu'aujourd'hui on va faire le combat naval, ça va être qu'une question de la marine. On sait bien qu'il y aura l'armée de l'air, il y aura les satellites, c'est une guerre totale. Donc pour la Chine, c'est une approche totale également, globale d'un développement économique. Donc le maritime, c'est un particularisme, c'est pas isolé du reste. Mais c'est certain que voilà, il y a déjà mais là, ça va plus loin que la question de simplement la puissance maritime. C'est vraiment une approche complète de la relation au monde, et surtout une planification dans le temps que nous, on n'a pas, dans nos temps à 5 ans. Ça a commencé avec Liu Hakin, et puis avec l'ouverture, avec Deng Xiaoping, et maintenant on est sur Xi Jinping, qui n'est que l'expression d'une trajectoire qui est complètement cohérente, mais surtout avec des moyens organisés. C'est ce que souligne Conrad Blain dans sa préface.
dernière question, comment peut-on se procurer ton ouvrage? Alors, je vous ai amené des flyers. En fait, ça s'achète à la demande grâce à Amazon. Je n'ai pas de stock, donc vous pouvez le commander. C'est une ONG américaine. Quel est l'éditeur? L'éditeur, c'est un ami qui m'a aidé un micro-éditeur. Comme ça, je ne dépends de personne et je n'ai pas de coup de casquette à donner à qui que ce soit. C'est aussi un acte de puissance. Bien, merci beaucoup Yann pour cette présentation intéressante.